Mon invité ce matin est candidat à la primaire de la gauche pour l'Union démocrate et écologiste. Bonjour Jean-Luc Benamias. Bonjour. Vous déclariez il y a une semaine sur la chaîne parlementaire « Je m'excuse pour Madame Pinel, ce ne sera sans doute ni moi ni elle qui seront au second tour, qui sortiront au second tour ». Alors justement, pourquoi être candidat quand on n'y croit pas? Quels sont vos objectifs? Pas une question d'y croire. Une primaire, c'est pour que des gens se présentent, proposent, discutent, débattent. S'il y avait que les deux dont on était certain qu'ils sortent, je suis pas sûr qu'il y aurait de primaire, puisqu'on ne sait absolument pas, à l'heure qu'il est aujourd'hui, qui sortirait des candidats qui ont potentiellement les capacités, pas les capacités intellectuelles, mais les capacités en nombre de voix de sortir de cette primaire de la gauche, des démocrates et des écologistes. Donc la bataille des idées, vous êtes... Idées, et puis après, projet. Et moi, je défends depuis de très nombreuses années, et encore plus dans cette primaire, un projet qui s'appelle l'arc progressiste et écologique. Je m'explique. Je pense que nos sociétés, et la société française et la République française, ont besoin de majorités fortes. Ce qui a manqué à M. Sarkozy, ce qui a manqué encore plus à M. Hollande. Une majorité forte, ça se construit. Et moi, ce que je propose comme construction, c'est que cette majorité progressiste aille de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon à l'électorat de Nathalie Kosciusko-Morizet, en passant par l'électorat de la primaire, les différentes sensibilités écolo et social-démocrates. Mais justement, là, on a envie de vous dire, bonne chance, parce que entre Jean-Luc Mélenchon d'un côté et Nathalie Kosciusko-Morizet, par exemple, sur le terrain économique, vous faites comment pour les réconcilier? Je vais vous le dire, mais enfin, je vais vous le dire en quelques mots. Il ne vous a pas échappé que y a en face de cela une majorité potentielle conservatrice, ultra conservatrice autour de M. Fillon, puis voire pire, malheureusement, une majorité peut-être d'extrême droite. Alors comment je fais? Je prends l'exemple du Conseil national de la résistance, où des gens qui étaient issus de la démocratie chrétienne, du gaullisme, des communistes, des sociodémocrates, de la CFTC, de la CGT, syndicats encore existants aujourd'hui, mais qui existaient aussi à l'époque, des gens qui étaient terriblement différents. Même quand De Gaulle et Jean Moulin essaient de réunir tout ça, c'était pas facile. Ils arrivent à avoir un compromis, qui est le compromis qui a créé la sécurité sociale, qui a créé toutes les politiques énergétiques de la France, et la reconstruction de la France. Je pense que nous sommes dans une situation, non pas pour la France elle-même, quoique nous sommes en guerre dans d'autres pays, et nous agissons sur le terrain militaire dans pas mal de lieux dans le monde. Mais je pense que le monde, dans sa conception, une Union européenne terriblement en difficulté, je pèse mes mots. Un monde qui a du mal à se gérer. On voit bien que, quand M. Obama est patron des États-Unis, il ne dirige plus le monde comme un dirigeant américain le dirigeait. Donc je dis que nous avons besoin de larges majorités. Et je pense que, là, pendant quelques années, la France a besoin de cela. Et moi, je défends l'idée d'une majorité progressiste. Et cette large majorité, cet arc progressiste que vous défendez et que vous venez de nous expliquer, est-ce que vous ne craignez pas qu'il soit quelque part parasité par les ambitions personnelles des uns et des autres? Nous voyons bien que dans une présidentielle, tout parasitage existe. Mais je prends l'exemple de notre primaire. Mais pour vous, c'est pas mission impossible, vous nous dites. Ah mais moi, c'est mission impossible. Dans ces cas-là, rien n'est possible. Et dans ces cas-là, on a déjà un second tour qui est annoncé, qui est M. Fillon face à Mme Marine Le Pen. C'est-à-dire que le haut T d'aujourd'hui, les sondages ne se trompent pas par rapport à ces sondages-là. Globalement, si la gauche est divisée, si les gauches, les progressistes sont divisés entre le candidat qui sortira de la primaire, qui sera un peu boosté par la primaire, parce que je pense qu'elle va être réussie. J'ai le candidat, parce que je dis que M. de Rugy, Mme Pinel et moi-même, vous avez commencé par cela, nous ne serons pas au second tour. Je dis que donc il sera un peu boosté, mais qu'il aura face à lui M. Mélenchon. Il ne va pas arrêter Mélenchon. Il aura face à lui M. Macron. Je dis qu'en février-mars, nous aurons à nous poser la question, avec le candidat que je soutiendrai de la primaire, celui qui sortira, puisque je le soutiendrai en tête. Vous avez déjà, entre les... trois candidats que vous disiez qui étaient favoris. Impossible. Mais non, parce que pourquoi j'oublierais Vincent Peillon? Il n'y a pas de raison. Pas parce qu'il est parti tard, parce qu'il est les 4 candidats, pardon. Les 4. J'en sais rien. On verra bien. Je suis incapable. Non, mais personne n'est capable de lire, moi, comme les autres. Non. Donc on aura ces 3 candidats. Je n'oublie pas les autres, parce qu'il y a d'autres candidats de gauche ou progressistes ou écolos à côté. Mais disons que c'est les 3. Quand ils vont se retrouver dans les sondages en février-mars, autour de entre 12, là je m'avance, entre 12 et 17%. C'est vachement bien ça, mais 12-17% multiplié par 3, ça fait une majorité progressiste. Mais divisé par 3, ça fait que personne n'est au second tour. Ben moi, je ne m'habitue pas à cela, et je ne me résous pas à cela. Alors il faudra y réfléchir, et on verra qui est en tête de ces 3 personnalités. Alors, Jean-Luc Benamias, ça c'était le terrain donc, de l'arc progressiste que vous avez évoqué. L'autre terrain, c'était également le terrain des idées que vous évoquiez également au début de l'interview. Parmi vos propositions, le revenu universel, l'OFCE, dans une récente étude, estimait à 480 milliards le coût effectivement de ce revenu universel. Et il disait, je cite, irréaliste en pratique.
Vous répondez quoi? J'ai encore... il faudrait du temps, hein, mais on en aura une autre fois. Mais passons. Lorsque nos grands anciens du Conseil national de la résistance ont décidé de faire la sécurité sociale, on a dû dire exactement la même chose. Mais c'est irréaliste, ça n'est pas possible. Ça va coûter, alors ce n'était pas des euros à l'époque, c'est des francs, des anciens même. Ça va coûter des milliards de francs, vous vous rendez compte? Une sécurité sociale pour toutes les Françaises et les Français. Eh bien, le revenu universel, c'est la même chose. Alors, je ne dis pas que c'est extrêmement simple. Je dis qu'il faut en discuter avec les confédérations syndicales, avec le patronat, avec l'ensemble des associations qui s'occupent de la pauvreté. Même si pour moi, le revenu universel, c'est pas uniquement s'occuper de la pauvreté. Ça aide, mais c'est pas uniquement cela. C'est aussi les inégalités. Non. Pour moi, c'est contraire. J'en discuterai avec M. Montebourg, M. Payon, qui s'y oppose. Je dirais, mais c'est de l'aide à l'emploi. Je considère, contrairement à eux, que nos concitoyens, s'ils touchaient 500, 600, 700 euros par mois, ne seraient pas totalement satisfaits. Je considère que nos concitoyens veulent de l'activité, veulent du travail. Comme je considère que tous ceux qui parleront du plein emploi, qu'ils soient de droite, de gauche, dans cette primaire ou en dehors de cette primaire, mentent forcément et que tous les Français le savent. Je considère qu'à un moment donné, le revenu universel est une aide à l'entrepreneuriat, une aide à la création d'entreprises. Et justement, alors, si on parle cette fois-ci de façon très concrète, aujourd'hui, ce revenu universel, vous estimez que c'est un chantier sur combien d'années, le temps de le mettre en place? Et vous visez un revenu universel à combien d'euros par mois? Entre 500 et 700. Entre 500 et 700. Oui, ce chiffre, vous l'avez estimé à combien à peu près? Parce que je l'estime dans la. Vous l'avez estimé comment? Sur la base, je vous prends juste un exemple. Parce que, en fait, je vous pose cette question parce que, alors, je recite cette étude de l'EFCE, Jean-Luc Benamias. Eux, ils estimaient qu'il fallait 785 euros par mois pour ne pas détériorer la situation de ceux qui bénéficient, en fait, de minima sociaux. C'est intéressant parce que je ne parle pas que des minima sociaux, je parle pour toute la société. Je vous dis, sur le cas des minima sociaux, là, on a à avoir évidemment des grands débats avec les restaurants du cœur, le secours populaire, le secours catholique, enfin tous ceux qui sont, le ATD Carmonde, Emmaüs, qui sont dans la pauvreté. Je ne m'occupe pas que de cela. Je prends l'exemple, alors vraiment simple. Les agriculteurs, en France, 35 à 40% d'agriculteurs touchent 350 euros par mois de revenus. Ils ne cherchent pas un travail, ils en ont un. On leur met le revenu universel en même temps, à 500, 600, 700 euros. Ils ne ferment plus leurs fermes. Je tiens à ce qu'il y ait en France plusieurs centaines de milliers d'agriculteurs qui aménagent le territoire, qui nourrissent les Français, qui fassent qu'il y ait une présence humaine dans nos campagnes. Ça, vous voyez, je ne suis pas en train de créer de l'emploi, là. Je maintiens de l'emploi. C'est exactement pareil pour les artisans dans les cités en difficulté ou dans les régions de moyenne montagne ou les régions isolées rurales. C'est exactement pareil que les commerçants, quel que soit le commerce, qui, quand ils sont dans leur région, des régions en difficulté, n'arrêtent pas de travailler, font des horaires gigantesques, ne touchent pas un revenu convenable. Le revenu universel aide à cela. Je finis sur une chose, sur les moins de 30 ans, qui n'ont pas forcément envie de faire comme leurs parents, d'avoir un CDI, d'être sous l'influence d'un patron, quel qu'il soit, mais qui ont envie d'être entrepreneurs. Je dis que, à ce niveau-là, le revenu universel de 500 à 700 aide à la création d'entreprises, est une aide à l'entrepreneuriat. Allez, et juste pour terminer, alors complètement autre sujet cette fois-ci, très brièvement, le premier débat de la primaire à gauche aura lieu jeudi. Exactement. Vous êtes confiant pour vos idées? Vous voyez bien que je suis confiant pour mes idées. Après ça... Pour les imposer, je voulais dire. Pour arriver à en discuter, pour les imposer, on verra bien, mais je suis capable de débattre. Après, je ne vous cache pas que, entre parler devant vous, même si vous êtes un grand quotidien du matin, et tout cela, c'est très bien, mais le stress sera un peu plus grand, évidemment, quand on est sur TF1, RTL, et qu'on est en face à, 6, 7, 8 millions de personnes. Allez, la première minute passée, je passerai au second jeu et je pense que ça ira très bien, mais au début, je pense que j'aurai le stress. Ouais. Merci Jean-Luc Benamias. Je rappelle, candidat à la primaire de la gauche.